À la fin des années 1980, une chanson s'est imposée comme l'un des grands hymnes de la pop française. Une mélodie douce, une voix reconnaissable entre mille, et surtout des paroles qui semblaient parler directement au cœur de ceux qui les écoutaient. Cette chanson, c'était Une autre histoire, interprétée par Gérard Blanc. Beaucoup se souviennent encore de ce refrain chargé d'émotion, de cette ambiance presque rêveuse qui accompagnait la musique, et de cette impression étrange que la chanson racontait quelque chose de profondément personnel. Pour certains, elle évoquait un nouveau départ. Pour d'autres, elle parlait d'amour perdu, de regret ou du désir de recommencer sa vie ailleurs. Le titre devient rapidement un immense succès. Les radios le diffusent en boucle, les émissions musicales l'invitent sur leur plateau et le public adopte instantanément cette chanson devenue culte. Les chiffres sont impressionnants pour l'époque. Près de 850 000 exemplaires vendus, un exploit pour un artiste qui venait tout juste de se lancer en solo. Car avant ce triomphe, Gérard Blanc n'était pas encore la figure solitaire que l'on allait découvrir à travers cette chanson. Pendant des années, il avait fait partie d'un groupe emblématique de la scène française, Martin Circus, formation mythique qui avait marqué plusieurs générations d'auditeurs. Au sein de ce groupe, il avait connu les tournées, les succès collectifs, les évolutions musicales et les changements d'époque. Mais comme beaucoup d'artistes, il portait en lui une envie différente, celle d'exister seul, de raconter ses propres histoires et de trouver sa propre voix. Lorsque Une autre histoire sort en 1987, tout semble enfin s'aligner pour lui. Le public l'adopte immédiatement. Les médias s'intéressent à son parcours et l'image qu'il renvoie est celle d'un artiste romantique, sensible, presque mystérieux. Le clip tourné dans le désert marocain renforce encore cette aura. On y voit un homme solitaire, traversant un paysage immense, comme s'il cherchait à laisser derrière lui le passé pour avancer vers quelque chose de nouveau. À ses côtés apparaît Annie Pujol, animatrice de télévision et compagne de l'époque, ajoutant une dimension encore plus personnelle à cette histoire. Aux yeux du public, tout semble alors parfait. Un artiste talentueux, une chanson devenue culte, une carrière solo qui démarre de manière spectaculaire. Mais derrière cette image de réussite, une réalité plus complexe se dessinait déjà. Car la musique, comme toutes les industries artistiques, change rapidement. Les modes évoluent, les tendances apparaissent et disparaissent, et les artistes doivent constamment s'adapter pour rester visibles. Ce qui est populaire une année peut devenir presque invisible quelques années plus tard. Pour Gérard Blanc, le succès immense de Une autre histoire allait être à la fois une bénédiction et un poids. Cette chanson lui apportait la reconnaissance qu'il avait longtemps cherchée, mais elle allait aussi devenir une référence difficile à dépasser. Au fil des années, la scène musicale française se transforme profondément. Les années 1990 voient l'arrivée de nouveaux styles, de nouvelles sonorités et d'une génération d'artistes qui occupent progressivement l'espace médiatique. La pop romantique portée par la guitare, celle qui avait fait le succès de Gérard Blanc, semble peu à peu s'effacer derrière d'autres tendances. Le rap, les musiques électroniques et les productions internationales prennent une place grandissante sur les radios. Pour beaucoup d'artistes issus des décennies précédentes, cette transformation représente un défi majeur. Gérard Blanc, pourtant, ne choisit jamais de disparaître. Au contraire, il continue à travailler, à enregistrer, à écrire et surtout à monter sur scène. Pour lui, la musique n'est pas seulement un métier ou une carrière. C'est une nécessité. Ceux qui l'ont connu racontent qu'il avait un besoin profond du contact avec le public. Le moment du concert, l'énergie de la salle, l'instant où une chanson est reprise par des centaines de voix, tout cela faisait partie de sa raison d'être. Mais derrière cette détermination se cachait aussi une certaine inquiétude. Car pour un artiste qui a connu un succès immense, la question revient toujours. Que reste-t-il lorsque le projecteur s'éloigne? Cette interrogation silencieuse accompagne souvent les carrières longues. Elle se glisse entre deux concerts, entre deux projets, parfois même au milieu d'un succès. Et dans le cas de Gérard Blanc, cette tension intérieure semble avoir joué un rôle important dans les dernières années de sa vie. Car malgré les changements de l'industrie musicale, malgré une visibilité médiatique moins forte qu'à la fin des années 1980, il n'a jamais cessé de créer. Il préparait encore des projets. Il enregistrait de nouvelles voix en studio. Il imaginait des concerts, des albums, des compilations. Pour lui, l'histoire n'était pas terminée. Puis, en 2008, un événement brutal vient tout bouleverser. Alors qu'il se trouve en vacances en Crète, il est victime d'un grave accident cardiaque. L'artiste est hospitalisé en urgence et plongé dans le coma pendant plusieurs jours. Pendant près de 2 semaines, l'issue reste incertaine. Lorsqu'il se réveille finalement, les médecins lui donnent un conseil très clair: ralentir. Après des décennies passées sur les routes, entre les studios, les plateaux de télévision et les tournées, son corps a besoin de repos. Mais pour Gérard Blanc, s'arrêter n'est pas une option facile.
À peine remis, il recommence à travailler. Il parle déjà des projets en cours, des concerts à venir, des enregistrements qu'il souhaite terminer. Quelques mois plus tard, en janvier 2009, tout s'arrête brutalement. Une hémorragie cérébrale met fin à sa vie à l'âge de 60 ans. Sa disparition surprend le public et les médias, d'autant plus qu'il était encore actif et préparait de nouveaux projets. Pour beaucoup, la question reste entière. Pourquoi a-t-il continué à se pousser ainsi, même après un avertissement aussi sérieux? Était-ce simplement la passion de la musique, le besoin de rester proche du public, ou peut-être quelque chose de plus profond, une peur silencieuse de voir l'histoire s'arrêter trop tôt? Aujourd'hui encore, la voix de Gérard Blanc résonne à travers ses chansons. Chaque fois que une autre histoire passe à la radio, elle rappelle non seulement une époque de la musique française, mais aussi le parcours singulier d'un artiste qui n'a jamais cessé de croire en son rêve. Car derrière ce succès se cachait une trajectoire bien plus complexe qu'on ne l'imaginait. Une trajectoire faite de groupes mythiques, de romances médiatisées, de transformations de l'industrie musicale, de triomphes, mais aussi de doutes. Une histoire qui commence bien avant le succès de 1987. Une histoire qui débute dans la banlieue parisienne avec un jeune garçon fasciné par le rock américain, une guitare offerte par un oncle et un rêve qui allait changer toute sa vie. C'est cette histoire que nous allons découvrir ensemble. Les débuts, un adolescent fasciné par la musique. Bien avant que le public français découvre sa voix à travers le succès de Une autre histoire, Gérard Blanc était avant tout un jeune garçon curieux, passionné et profondément attiré par la musique. Son histoire commence en 1947 à Boulogne-Billancourt, une ville située dans la proche banlieue de Paris. À cette époque, la France est encore marquée par l'après-guerre, mais une nouvelle génération grandit avec l'envie de découvrir autre chose, d'explorer des horizons culturels différents. Boulogne-Billancourt possède alors une identité particulière. Ville industrielle, elle est aussi un lieu où la création artistique circule facilement. Les studios de cinéma, les théâtres à la proximité avec Paris créent un environnement où les influences culturelles sont nombreuses. Pour un jeune garçon curieux comme Gérard, cet univers devient rapidement une source d'inspiration. Très tôt, il développe une fascination pour les musiques venues d'Amérique. À la radio, il découvre les voix puissantes du rhythm and blues et du rock naissant. Ces chansons possèdent une énergie que la musique française traditionnelle n'a pas encore vraiment adoptée. Les rythmes sont plus nerveux, les interprètes semblent plus libres, presque rebelles. Parmi les artistes qui le marquent profondément, on retrouve Ray Charles, Little Richard ou encore Chuck Berry. Leurs performances ne sont pas seulement musicales, elles sont aussi physiques, presque théâtrales. La voix devient un instrument expressif, capable de transmettre une émotion brute. Pour le jeune Gérard, ces artistes incarnent une forme de liberté totale. À la maison, la musique commence alors à occuper une place de plus en plus importante. Comme beaucoup d'adolescents de sa génération, il passe du temps à écouter les disques, à analyser les mélodies et à essayer de comprendre ce qui rend ces chansons si captivantes. Peu à peu, l'envie de ne plus être seulement auditeur apparaît. Le véritable déclic survient lorsqu'un membre de sa famille lui offre une guitare espagnole. L'instrument n'a rien d'extraordinaire, mais pour lui, il représente une porte ouverte vers un nouveau monde. Dès qu'il la prend en main, il passe des heures à essayer d'en tirer des accords. Au début, les sons sont hésitants, maladroits, mais l'enthousiasme est immense. Très vite, il comprend que la guitare peut devenir un moyen d'expression. Il commence à reproduire les chansons qu'il entend à la radio. Puis, progressivement, il invente ses propres mélodies. Cette période d'apprentissage est essentielle. Elle lui permet de développer une relation intime avec la musique. À l'adolescence, cette passion devient impossible à ignorer. Gérard ne veut plus seulement jouer dans sa chambre. Il rêve de partager cette musique avec d'autres jeunes qui ressentent la même chose. C'est ainsi qu'à seulement 16 ans, il décide de franchir une étape importante. Avec plusieurs camarades de lycée, Christian Vanier, Jean-Jacques Perruchon et Gérard Gabald, il fonde son premier groupe. Il choisit un nom qui reflète l'esprit de l'époque, Winding. Pour ces adolescents, former un groupe de rock est à la fois une aventure artistique et une déclaration d'indépendance. Les répétitions ont souvent lieu dans des conditions improvisées. Les instruments ne sont pas toujours de grande qualité, les amplificateurs sont parfois empruntés, et les locaux de répétition se trouvent souvent dans des garages ou des caves. Pourtant, l'enthousiasme compense largement le manque de moyens. Rapidement, les jeunes musiciens commencent à se produire dans de petites salles locales. Ces concerts ne rassemblent pas encore un grand public, mais ils permettent au groupe de se faire remarquer. À chaque représentation, ils apprennent quelque chose, comment capter l'attention d'une salle, comment gérer le track, comment créer une véritable énergie collective. À cette époque, la scène rock française est encore en construction.
Les groupes tentent d'imiter les formations anglaises et américaines, mais ils cherchent aussi à créer leur propre identité. Pour Gérard Blanc et ses amis, cette période est une école essentielle. Un événement va toutefois marquer un tournant dans leur début. Le groupe obtient l'opportunité de se produire au Golf Draw, à Paris. Ce lieu est considéré comme l'un des véritables temples du rock français des années 1960. De nombreux artistes y ont fait leurs premiers pas avant de connaître la célébrité. Pour de jeunes musiciens, jouer au Golf Draw représente bien plus qu'un simple concert. C'est une chance d'être vu par des producteurs, des journalistes et d'autres professionnels du milieu musical. La prestation du groupe attire l'attention. Même si leur style est encore en construction, leur énergie sur scène ne passe pas inaperçue. Cette reconnaissance naissante donne confiance aux membres du groupe. Ils comprennent que leur passion peut peut-être devenir plus qu'un simple hobby. Quelques années plus tard, en 1967, le groupe décide d'évoluer. Les membres souhaitent affirmer une identité plus forte et donner une nouvelle direction à leur musique. Ils changent alors de nom et deviennent les Balthazar. Avec cette transformation, leur approche artistique se structure davantage. Les compositions deviennent plus élaborées, les arrangements plus travaillés. Gérard Blanc s'implique de plus en plus dans l'écriture et la création musicale. Plusieurs chansons commencent à circuler dans les milieux spécialisés. Des titres comme Samantha, Le Monde en papier ou Mora Mora attirent l'attention d'une presse musicale encore modeste mais très curieuse. À la fin des années 1960, le paysage musical français est en pleine mutation. Les influences anglo-saxonnes s'intensifient et de nouveaux styles apparaissent. Les jeunes groupes cherchent à se démarquer en expérimentant différents sons. Pour Gérard Blanc, cette période représente une véritable formation artistique. Il apprend à écrire des chansons, à travailler en groupe, à développer une présence scénique. Mais surtout, il découvre les réalités parfois difficiles du métier de musicien. Car la route vers le succès est rarement immédiate. Les concerts ne sont pas toujours bien payés, les opportunités restent rares et la concurrence entre groupes est forte. Pourtant, ces difficultés ne font que renforcer sa détermination. Il commence à comprendre que la musique n'est pas seulement une passion. C'est un choix de vie. Au début des années 1970, cette persévérance va finalement porter ses fruits. Une opportunité inattendue va se présenter, une opportunité capable de transformer complètement sa trajectoire. Un groupe déjà reconnu de la scène française cherche alors de nouveaux membres pour poursuivre son aventure musicale. Ce groupe s'appelle Martin Circus. Pour Gérard Blanc, cette rencontre va marquer le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre qui le fera passer des petites scènes locales à une visibilité nationale et qui l'inscrira durablement dans l'histoire de la pop française. Mais à ce moment-là, il ne peut pas encore imaginer à quel point cette aventure va transformer sa vie. L'aventure Martin Circus, la naissance d'une star du rock français. Au début des années 1970, la carrière de Gérard Blanc s'apprête à prendre un tournant décisif. Après plusieurs années passées à apprendre, expérimenter et jouer dans différents groupes, il est désormais prêt à entrer dans un univers musical beaucoup plus vaste. L'opportunité se présente lorsqu'il rejoint un groupe déjà installé sur la scène française, Martin Circus. À cette époque, Martin Circus n'est pas un groupe ordinaire. La formation s'est déjà fait un nom dans les milieux musicaux grâce à une approche ambitieuse, innovante. Contrairement à de nombreux groupes français qui se contentent d'imiter les tendances anglo-saxonnes, Martin Circus tente de construire un style propre, mêlant rock progressif, narration conceptuelle et influence jazz. Le groupe s'inscrit alors dans un courant musical très particulier. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, de nombreux artistes cherchent à repousser les limites de la chanson traditionnelle. Les albums deviennent des œuvres complètes, parfois construits comme des histoires continues. Les arrangements se complexifient et la musique se rapproche parfois de l'expérimentation. Lorsque Gérard Blanc rejoint Martin Circus en 1971 aux côtés du claviériste Sylvain Pochard, il entre donc dans un univers artistique déjà très riche. Les deux musiciens remplacent Patrick Dietsch et Paul-Jean Borowski, marquant une nouvelle étape dans l'évolution du groupe. Peu de temps avant leur arrivée, Martin Circus avait déjà frappé les esprits avec un projet particulièrement ambitieux, un double album intitulé Acte 2. Cet album proposait une sorte de fresque musicale, mêlant narration, rock progressif et influence jazz. Les compositions étaient complexes, les arrangements audacieux, et l'ensemble s'inscrivait dans l'esprit des grands groupes expérimentaux de l'époque. Cependant, l'arrivée de Gérard Blanc va progressivement modifier l'équilibre du groupe. Avec lui, la musique commence à évoluer vers quelque chose de plus accessible. Sans renoncer à l'énergie du rock, Martin Circus s'oriente vers un mélange plus direct de pop française, de théâtralité et de rythme dansant.
Cette transformation va s'avérer décisive, car au début des années 1970, le public français change lui aussi. Les auditeurs cherchent des chansons capables de rester en tête, des mélodies entraînantes qui peuvent être diffusées à la radio et jouées dans les clubs. C'est dans ce contexte que Martin Circus sort l'un de ses titres les plus surprenants, Je m'éclate au Sénégal. La chanson possède un rythme festif, presque disco avant l'heure. Elle se démarque immédiatement par son énergie et son ton décalé. À la surprise générale, le morceau devient un immense succès populaire. Les ventes dépassent les 800 000 exemplaires, un chiffre impressionnant pour l'époque. Soudainement, Martin Circus passe d'un groupe apprécié des amateurs de rock à un phénomène national. Les plateaux de télévision s'ouvrent à eux, les radios diffusent leurs chansons, et le groupe devient une présence régulière dans les émissions musicales françaises. Pour Gérard Blanc, cette période est une révélation. Il découvre la réalité de la célébrité, les tournées incessantes, les interviews, les séances photos et l'attention permanente du public. Mais il découvre aussi la puissance de la scène. Car Martin Circus devient rapidement un groupe réputé pour l'énergie de ses concerts. Les spectacles mélangent musique, humour et une certaine dimension théâtrale. Cette approche correspond parfaitement à la personnalité de Gérard Blanc, qui développe peu à peu une présence scénique très affirmée. Durant les années qui suivent, le groupe continue d'enchaîner les projets. Il adapte également plusieurs succès internationaux en version française, une pratique courante à l'époque. Parmi ces adaptations figure notamment Marilène, qui contribue à maintenir la popularité du groupe. Cependant, l'un des projets les plus marquants de cette période reste leur participation à une œuvre ambitieuse, La Révolution française, l'un des premiers opéras rock français. Ce spectacle, présenté au Palais des Sports de Paris, rassemble plus de 100 artistes sur scène. L'objectif est de raconter les événements de la Révolution française à travers une mise en scène musicale spectaculaire. Gérard Blanc y interprète le personnage de Danton, figure historique emblématique de cette période. Cette expérience lui permet de découvrir une autre dimension de la performance artistique, où la musique se mêle au théâtre et à la narration historique. Le casting du spectacle est impressionnant. Parmi les artistes présents figure notamment un jeune chanteur encore peu connu à l'époque, Alain Bachung. Ces années sont intenses. Martin Circus tourne dans toute la France, enregistre de nouveaux titres et continue de s'adapter aux évolutions musicales. Au fil du temps, Gérard Blanc devient l'un des piliers du groupe. Il est à la fois guitariste principal et co-chanteur, participant activement à l'identité sonore de la formation. Mais les années 1970 sont aussi une période de transformation rapide dans l'industrie musicale. Le rock progressif laisse progressivement place à d'autres styles. Le disco fait son apparition et envahit les clubs. Les radios cherchent des chansons plus courtes, plus directes, capables de séduire un public toujours plus large. Martin Circus doit donc constamment se réinventer pour rester pertinent. Le groupe traverse plusieurs mutations stylistiques. Du rock progressif des débuts, il passe à une musique plus festive, parfois proche du disco. Plus tard, il s'aventure même vers des sonorités pop et new wave, suivant les tendances du moment. Pour Gérard Blanc, cette capacité d'adaptation est à la fois une force et une source de frustration. D'un côté, elle permet au groupe de rester visible et populaire pendant de nombreuses années. Peu de formations françaises de l'époque réussissent à traverser autant de transformations musicales. Mais d'un autre côté, cette évolution constante crée parfois des tensions artistiques. Certains membres du groupe souhaitent explorer des directions plus expérimentales, tandis que d'autres privilégient des choix plus commerciaux. Au début des années 1980, ces divergences deviennent de plus en plus visibles. Deux figures importantes du groupe, Sylvain Pochard et Alain Piusner, décident finalement de quitter l'aventure. Ils choisissent de se consacrer à des projets différents, notamment aux côtés du chanteur Daniel Balavoine, dont la musique possède une dimension plus engagée. Pour Gérard Blanc, cette période marque un moment de réflexion. Après plus d'une décennie passée au sein de Martin Circus, il commence à ressentir une certaine fatigue. Les tournées, les changements de direction musicale et les tensions internes ont laissé des traces. Surtout, il a le sentiment que le groupe s'éloigne progressivement de ce qu'il avait attiré au départ. La musique devient parfois plus commerciale, plus formatée. Or, Gérard Blanc ressent de plus en plus le besoin de s'exprimer d'une manière plus personnelle. Malgré ces interrogations, Martin Circus continue encore quelque temps. Le groupe organise notamment un grand concert au Zénith de Paris le 25 octobre 1987, événement qui ressemble presque à une célébration de toute leur histoire. Mais pour Gérard Blanc, l'avenir commence déjà à se dessiner ailleurs. Depuis quelque temps, une idée mûrit dans son esprit, celle de se lancer enfin dans une carrière solo. Après des années passées dans un groupe collectif, il veut tenter une nouvelle aventure.
Une aventure où les chansons seraient entièrement les siennes, où les émotions qu'il exprimerait viendraient directement de son propre parcours. Ce choix représente un risque. Beaucoup d'artistes quittent des groupes célèbres sans jamais réussir à retrouver le même niveau de succès. Mais Gérard Blanc est prêt à tenter l'expérience. Il ignore encore qu'une chanson, écrite presque comme une confession intime, va bientôt changer sa vie. Une chanson qui portera un titre simple, mais chargé de sens. Le sommet de la carrière solo, la consécration et les tournées. Après le succès phénoménal de Une autre histoire, Gérard Blanc entre dans une période de consécration qui marque l'apogée de sa carrière solo. Le public, désormais conquis, attend de lui un nouvel album et de nouvelles chansons capables de prolonger l'émotion créée par ce premier tube. C'est une période à la fois exaltante et exigeante, car la réussite amène son lot de pression et de responsabilité. L'album Ailleurs pour un ailleurs, sorti peu après le single, confirme rapidement la dynamique lancée par le tube. Les critiques saluent la cohérence de l'album, la qualité des compositions et la capacité de Gérard Blanc à conjuguer son héritage rock avec une pop mélodique contemporaine. L'album contient plusieurs titres qui trouvent leur place dans le top 50, dont Le Soleil dans la nuit, qui atteint la 10e position en 1988. Ces succès successifs montrent que l'artiste n'est pas un phénomène éphémère, mais bien une voix durable dans le paysage musical français. La réception du public dépasse largement les chiffres de vente. Les chansons résonnent chez des auditeurs de tous âges et deviennent des références générationnelles. Pour beaucoup, Gérard Blanc incarne la fin des groupes collectifs de rock français et l'émergence d'artistes introspectifs, capables de livrer des récits personnels à travers leur musique. Cette reconnaissance symbolique accompagne la reconnaissance commerciale et critique. Le Grand Prix de la SACEM qu'il reçoit pour Une autre histoire vient sceller cette double réussite. Sur le plan scénique, Gérard Blanc déploie une énergie considérable. Ses tournées à travers la France alternent entre grandes salles, festivals d'été et concerts plus intimistes. Il cultive un contact privilégié avec son public, privilégiant l'authenticité à la mise en scène spectaculaire. Cette proximité lui permet de construire une relation durable avec ses fans, qui apprécient sa sincérité et sa capacité à transmettre les émotions des chansons. La fin des années 1980 voit également l'essor de la télévision musicale, avec des émissions qui deviennent des vitrines incontournables pour les artistes. Gérard Blanc en profite pleinement. Son clip tourné dans le désert marocain pour Une autre histoire est diffusé en boucle, renforçant son image romantique et introspective. Sa relation avec Annie Pujol, qui apparaît dans le clip, attire l'attention des médias et contribue à créer une aura glamour autour de sa personne. Mais Gérard Blanc s'est gardé un équilibre. Son intimité reste protégée et il ne se laisse pas entièrement happer par la médiatisation de sa vie privée. Le succès de cette période repose également sur sa capacité à renouveler ses productions. Les singles et clips suivants, bien que moins spectaculaires que Une autre histoire, continuent d'affirmer son style unique, des mélodies mélancoliques, une voix douce mais pleine d'intensité et des paroles qui touchent l'intime. Cette constance artistique le distingue de nombreux artistes de son époque, souvent obsédés par les tendances et les modes éphémères. Pourtant, au fur et à mesure que les années passent, les mutations de l'industrie musicale deviennent plus perceptibles. À la fin des années 1980, l'arrivée de productions électroniques, de musiques urbaines et de rap commence à transformer les priorités des radios et des maisons de disques. Les jeunes artistes, souvent soutenus par des stratégies de promotion agressives, captent rapidement l'attention d'un public nouveau. La pop mélodique et la guitare expressive, qui avaient été les marqueurs du style de Gérard Blanc, se retrouvent progressivement en marge de l'actualité musicale. Malgré ces changements, Gérard Blanc maintient son activité et sa présence sur scène. Son indépendance artistique devient un atout. Il choisit ses projets, ses collaborations et ses tournées sans se plier aux dictats commerciaux. Cette approche lui permet de continuer à produire de la musique qu'il estime authentique et fidèle à ses valeurs. L'album Noir et Blanc, sorti dans les années 1990, illustre cette démarche. Bien qu'il ne connaisse pas le même succès commercial que ses premiers hits, il reçoit un accueil positif de la critique, qui reconnaît la maturité et la finesse des compositions. Si cette plongée dans sa carrière et sa vie vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos, et surtout, dites-nous en commentaire quelle est votre chanson préférée de Gérard Blanc ou le moment qui vous a le plus marqué. On adore lire vos souvenirs et vos anecdotes.